Éric Thiriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député LR de Seine-et-Marne et Annabelle le disait, vice-président de la commission de la Défense. Un mot sur l'actualité immigration. Un projet de loi est en préparation. On apprend cette nuit que 79 migrants sont morts noyés là, dans un chalutier qui a fait naufrage au large de la Grèce. Le bateau était repéré, personne n'est intervenu. C'est à l'aune aussi de ces drames qu'il faut réfléchir à cette loi. Oui, je crois que de toute façon, on a de l'émotion dans les deux sens. On a évidemment de l'émotion face à un drame comme ça. On a aussi de l'émotion avec aussi de l'exploitation fort peu respectable qui s'est passée sur le drame d'Annecy. Le drame d'Annecy. Je pense paradoxalement qu'il faut essayer de gérer ce dossier avec le plus de sang-froid possible, à la fois de respect humain, mais aussi de se rendre compte de l'état du pays. On a vu les sondages sur la politique migratoire française, 77% des Français qui souhaitent une politique plus rigoureuse. Donc deux principes majeurs. Contrôle et en même temps, notamment sur l'asile, sur lequel je pense qu'on ne doit absolument pas transiger, rester fidèle à nos valeurs. Alors, Elisabeth Borne, dans le Figaro, considère que sur cette base-là, rester fidèle aux valeurs, elle est en mesure, elle, de légiférer sur l'immigration et de trouver une majorité avec vous, les LR. Est-ce votre sentiment aussi ? Mon sentiment, c'est qu'il faut déjà qu'elle trouve une majorité avec elle-même. Hier, j'avais beaucoup de conversations avec des députés de la majorité où ils sont extrêmement divisés sur le sujet, notamment sur les régularisations pour les secteurs en tension. Elle propose, elle, un permis de séjour spécial, hein ? Oui, mais si vous voulez, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et des députés de la majorité me disaient, aujourd'hui, il y a 70 de nos députés qui veulent absolument avoir une régularisation quasiment automatique, et les autres constatent que si on fait ça de toute façon, ils n'auront pas le soutien des LR. Donc on est dans une position, je ne sais pas ce que veut faire le gouvernement. Ce que je peux vous dire, en tout cas, au titre des LR, c'est qu'évidemment, des régularisations au cas par cas, ça a tout son sens et c'est légitime. Une organisation structurée de cette régularisation, ça sera perçu, et je pense que c'est un appel d'air. Et le ça, patronat vous le demande quand même, bien une sûr. régularisation forte, même s'il ne le dit pas publiquement toujours. Bien sûr que le patronat le demande. On sait très bien qu'on a des secteurs en tension. Après, moi, je reste quand même dubitatif sur le fait que, compte tenu du nombre de personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans l'emploi en France, qu'on fasse le choix de faire venir des personnes qui viennent de loin plutôt que de régler d'abord ce problème en interne, ça me semble réellement un problème. Est-ce que la droite est prête à retirer sa proposition là constitutionnelle qui vise à s'exonérer parfois des traités européens, parce que ça aussi c'est une ligne rouge? Oui, moi je ne suis pas habilité, on va dire, à parler au titre de LR. Ce que je sais, c'est que discuter avec le gouvernement, je l'ai fait avec de vrais résultats sur la loi de programmation militaire. On y reviendra, donc oui, il faut discuter. Est-ce que la droite est prête à le retirer? Je ne sais pas. Je veux quand même dire sur ce texte-là, si on le lit avec attention, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit, un Frexit migratoire. On ne quitte pas l'Europe. Évidemment qu'on ne quitte pas l'Europe. Ce que dit le texte constitutionnel, c'est le respect des identités constitutionnelles. Et je rappelle que ça, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a dit très clairement que la Grundgesetz l'emportait sur les traités, sauf à chaque fois, elle a constaté que les traités étaient conformes à la Grundgesetz. Donc, le principe a été posé, et ensuite, ça n'a pas posé de difficulté. Je crois que la France est un grand pays. On n'est pas un petit pays d'Europe de l'Est, si vous voyez où se porte mon regard, je pense à la Hongrie en particulier. Si la France disait dans ce domaine-là, l'identité constitutionnelle, elle doit être respectée, je pense que ça ne fragiliserait pas plus que ça la construction européenne. Sur l'aide médicale d'État, Elisabeth Borne propose de changer le panier de soins, certes, mais de maintenir le principe de l'AME. Ça vous irait? Mais je crois qu'aucun de nous n'a demandé la suppression de l'AME. D'ailleurs, ce qui a été rejeté, mais avec de gros débats dans la majorité, c'était simplement ce que nous demandions à ce stade, c'était un rapport complet d'évaluation, le rapport Louvagie, qui a été rejeté en proposition de résolution. Donc je crois qu'on a une majorité aujourd'hui qui est réellement divisée sur ce sujet entre ses composants Horizon, Modem, Renaissance et à l'intérieur même de Renaissance. Donc je crois que c'est très compliqué pour Elisabeth Borne. En clair, j'aimerais pas avoir son poste, parce qu'arriver à faire cohabiter une majorité relative et à l'intérieur même d'une majorité des courants très différents, c'est compliqué. À propos de postes, vous faites partie, selon le Figaro, des députés qui œuvrent pour un rapprochement entre les LR et la Macronie. Vous y croyez encore? Je crois qu'on peut avoir des textes sur lesquels on travaille ensemble. La LPM, encore une fois, mais pas une coalition de cogestion de la France. La coalition, quand vous êtes 60 et que les autres sont 240, on perd son identité. On perd son identité. Ça marche dans les grosses coalitions à l'allemande, mais où finalement, entre le SPD et la CDU, d'abord il y a cette culture, et puis ce sont quand même des partenaires de taille à peu près équilibrée. Après, dire que à un moment, moi je crois qu'on va vers une forme de tripartition de la vie politique. On revient à la troisième force, avec une extrême droite, une extrême gauche, et puis un bloc central de raison
qu'à un moment il faille travailler ensemble. Comment? Je n'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense qu'il y a vraiment sans doute une voie qu'on peut être amené à tracer. Alors, texte par texte, vous l'avez expérimenté, vous, sur votre spécialité, la loi de programmation militaire. Vous avez demandé et obtenu des corrections. Qu'est-ce qui manquait dans cette LPM à 413 milliards d'euros? Alors, il manquait essentiellement une chose, c'est qu'il y avait 13 milliards d'euros qui étaient gagés sur des recettes extra-budgétaires. On n'était pas sûr que le ministère des Armées les aurait. Alors pour vos auditeurs, c'est assez technique. Les recettes extra-budgétaires, ce sont des recettes propres du ministère qui dépendent de beaucoup d'aléas. Et nous, ce que nous avions demandé, c'est que ce soit budgétisé si ça n'était pas dans les recettes extra-budgétaires. Et donc on a obtenu l'engagement que ces 13 milliards de plus soient de toute façon prévus sur le budget de l'État. Ce qui a complètement changé la tête de la LPM, puisque à 413 milliards, tout le projet peut être développé. S'il manquait 13 milliards, c'est la LPM qui perdait totalement sa cohérence. La droite sénatoriale veut obtenir des paliers budgétaires garantis, c'est-à-dire que chaque année on engage une somme précise. La droite l'obtiendra ? Je pense qu'elle les obtiendra. La question, c'est à quel degré. Moi, ce sur quoi nous avions discuté avec le ministre, c'est de dire une LPM, c'est un Mikado extrêmement complexe. Donc rajouter 15 avions par là, 100 chars par ici, ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, la LPM prévoit un taux d'entraînement des forces à 70% de l'optimum et à 100% uniquement en 2030. Nous, ce que nous voudrions, c'est le rapprocher. Ça veut dire 300 à 400 millions de paliers budgétaires en plus. Dans le budget global de l'État, c'est pas grand-chose. Le ministre avait fait beaucoup d'ouvertures là-dessus. Je pense qu'elle l'obtiendra. Si le bouchon est poussé trop loin, ça sera plus compliqué. C'est un bon ministre, Sébastien Lecornu ? Je pense que c'est le ministre qui nous permettrait d'avoir évité beaucoup des difficultés qu'on a eues. Il écoute les oppositions, il discute, il respecte tout le monde, il n'oublie pas d'où il vient, c'est un homme de droite et il ne le renie pas. Et je pense qu'il a vraiment fait un parcours absolument sans faute sur cette LPM. Vous l'envoyez à Matignon avec un bulletin de note pareil. Je pense en tout cas que pour le pays, ça serait une excellente chose. Mais je suis pas sûr qu'en le disant ici, je vous rende service. Alors, est-ce que la France va renoncer aux OPEX, les opérations extérieures ? L'idée n'est pas d'y renoncer, l'idée est de faire des OPEX adaptés à la situation. On a vu quand même que notre intervention au Mali avec Barkhane n'avait pas été un grand succès, et tout simplement parce qu'en fait, on s'est engagé sans avoir une vision stratégique claire. La volonté que nous avons aujourd'hui, c'est de revenir à l'esprit de Serval, c'est-à-dire la fulgurance, la rapidité, une opération avec des moyens précis pour un objectif précis, et ensuite on démonte l'opération. En clair, on ne fera plus d'opération de nation building à l'américaine, ce qui était un peu quand même ce qu'on a fait au Mali. Par contre, on garde évidemment nos intérêts en Afrique, et puis on doit garder une capacité de projection pour faire des évacuations de ressortissants. On l'a vu avec l'opération Sagittaire au Soudan, où il y a quand même que la France qui a été capable de faire ça, et où tous les pays européens nous disent merci. Donc ça serait bien qu'on écoute davantage notre vision stratégique. Ça, on continuera à le faire, et ça veut dire besoin de base, besoin de capacité de projection. Un nouveau porte-avions, c'est vraiment nécessaire ? Si on ne veut pas un déclassement stratégique de la France, oui. Aujourd'hui, les grandes puissances aéronavales ont des porte-avions. Toutes celles qui font des efforts pour monter en gamme, je pense notamment à la Chine, construisent des porte-avions. Alors, il y a le débat éternel, vulnérabilité ou pas du porte-avions. Oui, le porte-avions est probablement vulnérable, mais des bateaux qui risquent pas de couler, ça s'appelle des forces à terre. L'Ukraine a lancé sa contre-offensive. Est-ce que vous serez favorable au moment venu à la livraison d'avions à l'Ukraine, si la guerre dure encore 6 mois, 1 an ? Je crois qu'il faut que l'Ukraine gagne. Ou en tout cas, il faut que la Russie perde. Donc, partant de ce principe-là, si à un moment, il y a besoin qu'on livre des avions, il faudra le faire. Alors, vous avez déposé, Annabelle le rappelait, une proposition de loi pour interdire de modifier une œuvre après la mort de son auteur. Contre quoi voulez-vous protéger les œuvres des auteurs une fois qu'ils meurent ? Je veux les protéger contre les réécritures idéologiques faites par ce qu'on appelle les sensitivity readers, qui devient un métier à part entière, où on a une approche de l'édition qui devient de plus en plus une approche marketing, et donc on essaye de ne choquer aucune communauté. C'est les dix petits nègres, pour parler clairement de nos auditeurs. Oui, c'est les dix petits nègres qui devient ils étaient 10. Alors ma proposition de loi ne répondrait pas à cette question, puisque ce sont des œuvres anglo-saxonnes qui sont soumises au droit anglo-saxon du droit d'auteur, mais l'idée c'est que des œuvres françaises ne puissent pas être écrites après la mort de l'auteur. Ça n'a rien de révolutionnaire, puisque c'est ce que dit aujourd'hui la jurisprudence, mais on sait que parfois les juges ont des jurisprudences un peu rocambolesques, donc l'idée c'est que ce qui est la jurisprudence actuelle, ça a été rendu sur les Misérables en 1964, où quelqu'un a fait une réécriture des Misérables, l'idée c'est qu'on le mette dans la loi.
Pourtant, c'était dans le domaine public, Les Misérables. Quand c'est dans le domaine public, on doit pouvoir faire ce qu'on veut. Non, parce que les droits moraux ne s'éteignent jamais. Les droits moraux sur une œuvre. Vous avez, dans les droits d'auteur, une distinction entre les droits patrimoniaux qui s'éteignent quand ça tombe dans le domaine public au bout de 70 ans et les droits moraux qui, eux, ne s'éteignent jamais. Alors, ce sont les ayants droit qui exercent ces droits moraux et dans ces droits moraux, il y a le droit de repentir. Et ce que la jurisprudence disait, et nous, ce qu'on veut mettre dans la loi, c'est que le droit de repentir s'éteint à la mort de l'auteur. En clair, les héritiers n'ont pas le droit de caviarder l'œuvre. Est-ce que vous n'allez pas empêcher des adaptations des œuvres? On les raccourcit, on les adapte pour un jeune public, on les adapte par exemple au théâtre pour que ça fasse plus de 2h40 mais 1h20. Ça va empêcher peut-être la transmission des œuvres. Non, le droit de propriété intellectuelle reconnaît qu'une adaptation est une nouvelle œuvre de création. Donc ça n'empêchera ni les adaptations, ni les versions pour enfants, ni tous ces éléments-là. Ce que ça empêchera, c'est de faire par exemple ce qu'a fait Larousse en rééditant l'histoire de France de Bainville, où on a un texte extrêmement clair disant que la France c'est une communauté, c'est un composé, c'est bien mieux qu'une race, c'est une nation. Et justement, le texte de Bainville n'était pas du tout un texte raciste, mais il y a eu le mot race, donc ça a déclenché tous les warnings, et donc ça a été caviardé dans la publication de Larousse. Voilà typiquement ce qu'on veut éviter. Et puis il faut aussi faire confiance à l'intelligence du lecteur. Moi, je suis tout à fait partisan sur certaines rééditions qu'on ait un appareil critique disant c'est d'une époque donnée, dans un contexte donné, tel propos est absolument scandaleux. Comme Mein Kampf chez Fayard. Ouais, voilà. Ça, évidemment que c'est légitime. Mais par contre, ne caviardons pas les œuvres. Jean-Louis Thiriot, merci et bonne journée. Merci Christophe Barbier, merci à tous. Merci, et pour messieurs. un coup d'essai, c'était un coup de maître votre première fois. Oh, quel joli compliment. En tout cas, on retiendra, on va vers une tripartition de la vie politique. Merci messieurs. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie de Marc Ferracci, député Renaissance des Français de Suisse et du Liechtenstein. À demain. Radio J, retrouvez le Barbier du